Les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Ben, c'est rarement arrivé que le tribunal administratif du travail réfléchisse aussi longtemps, mais finalement, ce n'est qu'en fin de soirée hier qu'ils ont tranché cette demande du syndicat, là, des chauffeurs d'autobus, des opérateurs de métro, cette demande d'avoir en fin de semaine une grève complète, là, sans service. Oui, alors si aucune entente n'est trouvée dans les 48 prochaines heures, le transport en commun pourrait effectivement être paralysé encore une fois à Montréal en fin de semaine. Ça a été confirmé par le tribunal administratif du travail, essentiellement là, qui pesait dans la balance un peu toutes les questions de sécurité, de services essentiels. Dans ce cas-ci, rien de tout ça ne serait menacé, ce qui peut quand même en étonner là, certains, parce que ça avait été décrié, notamment dans les médias, que ce soit les proches aidants, les rendez-vous médicaux, l'accès aux banques alimentaires. Après ça, au-delà, il y a la sécurité économique aussi. Là. Tu sais, les gens ça compte pas. Non, ça a l'air, ça compte Nommément, pas. Ils disent ça compte pas. Non, c'est ça. Alors, tu sais, les gens qui sont pas capables de se rendre sur leur lieu de travail, que ce soit dans les commerces, en restauration, dans les hôtels. Et parallèlement à tout ça, il y a le ministre du Travail, Jean Boulet, qui tente de devancer l'application de sa loi 14, une loi qui préviendrait là, tout ce genre de paralysie-là du métro, des autobus. Alors, est-ce que ça va bouger aujourd'hui, demain? En 24... L'impression que j'ai, c'est qu'en 24 heures, on a eu toutes les réponses aux questions qu'on se posait hier matin. Est-ce qu'elle allait quand même déposer sa loi? Oui. Est-ce qu'elle allait être prête à utiliser le bâillon pour la forcer dans le Parlement contre le gré des oppositions? Non. Et là, je dis des oppositions, mais dans ce cas-ci, c'est d'une opposition. C'est Québec solidaire qui a été limpide, là, très clair hier, autant en entrevue avec nous ici que sur le plancher de l'Assemblée nationale. Ils ont dit non, on laisse pas passer ce projet de loi. Donc, si t'as pas la collaboration de l'opposition, le minimum de temps que ça pourrait prendre pour l'adopter, c'est 3-4 jours. En tout cas, c'est pas cette semaine, ça ira la semaine prochaine. Donc, ce sera encore le bordel en fin de semaine. Ce sera encore le bordel en fin de semaine, exactement. Mais le tribunal administratif du travail, je pensais quand même qu'ils avaient tiré des leçons ou entendu... Après la journée du 1er novembre, la journée sans aucun service, il me semble qu'il y avait eu quand même plusieurs sons de cloche dans la société. D'ailleurs, la STM avait demandé à plus de groupes de se faire entendre. Donc, cette semaine, il y a plus de groupes qui sont allés dire au tribunal administratif du travail, hey, tu peux pas nous faire ça 2 fois. Là, il faut que tu nous donnes un minimum, t'assures un minimum de services ou que t'exiges du syndicat qui fournisse, malgré la grève, un minimum de services. Et puis non. Donc, on a encore autorisé 2 journées complètes de grève. Sondage léger. Dernier volet de ce sondage qui est sorti hier sur les syndicats. Est-ce que les gens trouvent que les syndicats au Québec sont juste assez forts, pas assez forts ou trop forts? Alors, les Québécois jugent que les syndicats ont trop de pouvoir, appuieraient le gouvernement Legault dans sa bataille pour mieux les encadrer. C'est ce que nous révèle ce nouveau volet du sondage léger, le journal TVA. Alors, essentiellement, 40% appuient le projet de loi 3. Ça, c'est pour ce qui est justement là, de mieux encadrer les syndicats. 16% s'y opposent. 48% des répondants estiment que les syndicats ont trop de pouvoir. 30% jugent qu'ils en ont juste assez. Et 54% des Québécois ont une opinion carrément défavorable des syndicats, Mario. Donc, ça veut dire que cette bataille-là aurait été payante pour François Legault, pour la CAQ, en tout cas potentiellement. Le seul problème, c'est que quand ce projet de loi a été déposé, puis les discussions autour, il y avait comme le sujet des médecins qui avait pris le dessus. Et on n'en a jamais... C'est comme si, dans l'actualité, il n'y a pas 8 affaires en même temps. Il y en a 1 ou 2. Et donc, ce qui aurait été, semble-t-il, le plus avantageux pour le gouvernement Legault, a été très peu dans la discussion publique. Quand on pose la question aux gens, ils sont d'accord, mais en même temps, ils n'ont pas l'impression présentement que c'est une grosse affaire parce que c'est la discussion sur les médecins qui a pris le haut du pavé. Je relisais hier tous les reportages en France hier soir en préparant sur les 10 ans du Bataclan. Je me disais, c'est fou comment la mémoire est une faculté qui oublie. Comment avec les années, les affaires... Puis quand tu le relis, le nombre de victimes, la gravité, le déroulement des événements, ce que les gens ont vécu à l'intérieur, c'est un acte terroriste d'une violence inouïe. Donc aujourd'hui, évidemment, c'est aujourd'hui, le vrai 10 ans, là, ce sera souligné beaucoup en France. Ouais, je me rappelle, j'étais en ondes à Salut Bonjour ce matin-là, j'avais couvert avec toute l'équipe là, l'évolution de cette nouvelle-là, un peu le choc là, dans les heures qui ont suivi cet attentat. Donc 10 ans depuis les attentats du Bataclan, la France qui commémore aujourd'hui ses
les attentats djihadistes du 13 novembre 2015 qui ont fait 132 morts, 350 blessés à Paris et en banlieue. Les Français du monde entier se souviennent, et le monde entier, oui, se souviennent de cette soirée où 3 kamikazes se sont fait exploser près du Stade de France. Quelques minutes plus tard, c'est un autre commando qui est arrivé au Bataclan. Les tueurs ont fait feu aussi dans cette salle de spectacle jusqu'à ce que les forces d'élite donnent l'assaut, effectivement, sur la salle de spectacle, une attaque qui avait été revendiquée, oui, par l'État islamique. Alors aujourd'hui, le président Emmanuel Macron va se rendre sur chacun des lieux des attentats pour rendre hommage aux victimes. Une journée d'hommage qui va être aussi marquée par l'ouverture d'un jardin dédié aux victimes, en attendant là un musée mémorial. Ce que ces chiffres disent pas, c'est toutes les victimes collatérales autour. Les victimes, parce qu'il y a plein de récits aujourd'hui de gens. Tu as été dans une salle où ça tirait du gun, les gens sont tombés à côté de toi. Il y en a qui ont perdu leurs enfants. T'as marché dans... Oui, en plus, mais même ceux qui étaient à l'intérieur, t'as marché d'un corps, d'un flaque de sang. Il y en a qui se sont enlevés la vie par la suite, pas capables de passer par-dessus le traumatisme. Même si toi, t'as pas reçu de balle, je veux dire, c'est sûr que t'as un traumatisme. Est-ce que tu retournes dans une foule? Est-ce que tu retournes dans une salle de spectacle? Même suivi par des psychologues et des psychiatres, tu penses pas, t'es pas conçu pour vivre l'horreur comme ça, là. Enfin, donc, c'était quand même, on perd de vue, mais c'était une époque quand même des attentats islamistes en Europe. Là, c'était il n'y en a pas eu, dans d'autres pays, il n'y en a pas eu d'aussi gros, mais tu en avais quelques-uns par année. Il y avait vraiment une crainte, une peur en Europe. Là, chaque événement, chaque rassemblement public, tu avais une peur de ce genre d'événement. Dieu merci, ça s'est calmé un peu. Mais la lune de miel entre M. Carney et les Québécois, ça pâlit un peu. Il y a certains Québécois qui ont déchanté là, quand on regarde les résultats de ce nouveau sondage. Les libéraux perdent des plumes, reculent de 3 points, demeurent quand même en avance là, dans les intentions de vote là, au fédéral, au Québec, avec 39 %. Le Bloc demeure deuxième avec 28 %, alors que les conservateurs, c'est eux qui bénéficient de cette perte d'appui des libéraux, font un gain de 4 % pour être maintenant à 25 % Maintenant, le taux de satisfaction, on aime toujours regarder ça dans les sondages, ça a chuté dans le cas du gouvernement Carney de 5 points. Alors, en ce qui concerne le taux de satisfaction, la proportion de Québécois qui l'estiment être le meilleur chef de parti, le meilleur premier ministre, ça aussi, il perd des plumes, perd 3 points également. Et c'est un vase communicant, là. Ça va directement à Pierre Poilievre, mais qui, malgré tout ça, demeure très, très loin là, de Mark Carney dans l'appui populaire. Moi, je pense que ça tient à une seule chose. Là, c'est-à-dire que c'est le danger pour lui d'être associé à une seule promesse que tu peux pas livrer. Parce que dans l'esprit des Québécois, on a voté Mark Carney. Moi, j'écoutais les gens. Les gens nous écrivaient pendant la campagne électorale. Protéger des tarifs. Nous protéger des tarifs, faire face à Trump, oui. Tenir tête à Trump. Et là, l'impression, c'est que ça marche pas. Fait que, tu te fais élire sur une seule... Non pas sur un programme avec un ensemble de mesures. Puis là, s'il y en a une, des fois, tu as toujours un chapitre de ton programme que tu n'es pas capable de faire parce qu'il y a de la résistance ou des complications. Mais tu sais, les gens regardent l'ensemble. Mais quand tu te fais élire sur une seule chose, puis tu la contrôles pas, c'est pas mal plus difficile. D'ailleurs, il va présenter aujourd'hui, M. Carney, la deuxième tranche là, de ses projets, ses grands projets d'intérêt national. Oui, ça va se passer à Terrace, en Colombie-Britannique, 14h15 à notre heure à nous. Et parmi ces grands projets d'intérêt national, il y en a un qui se trouve au Québec, dans la Nodière, un projet minier de l'entreprise Nouveau Monde Graphite à Saint-Michel-des-Saints, le graphite qui est considéré comme un minerai critique pour les chaînes d'approvisionnement. Alors, en plus de tout ça, le premier ministre Carney devrait annoncer 6 autres investissements qui seront mis sur la voie rapide et qui ont pour but, justement, là, de raccorder, de transformer l'économie canadienne dans un contexte d'incertitude là, en raison là, de la présence du président Trump. Nos médecins qui songent à déménager en Ontario pourraient avoir une surprise parce qu'un des arguments qui est mentionné, c'est qu'on veut pas arriver à une pratique où on pousse le volume, le nombre de patients à voir, ce qu'on appelait la médecine fast-food. Ben, en Ontario, c'est pas mal ça qu'ils ont. Ouais, et c'est un dossier intéressant dans le journal ce matin. Nos collègues ont obtenu des données de l'Institut canadien d'information sur la santé. Et quand on regarde le volume total des services médicaux en Ontario et on le compare avec celui du Québec, ben c'est plus du double de celui du Québec en Ontario. Alors, en résumé, chaque médecin ontarien a réalisé 3418 actes en moyenne l'an dernier, comparativement à 2700
pour un médecin au Québec. C'est 26 % de plus. En moyenne aussi, on constate qu'un omnipraticien fait 500 actes de plus par année en Ontario comparativement au Québec. Et pour un spécialiste, c'est 900 actes de plus. Pourtant, l'Ontario comptait en moyenne 221 médecins par tranche de 100 000 habitants. C'est moins qu'au Québec. On entend souvent ça. Ah, pas assez de médecins. 260 médecins au Québec par tranche de 100 000 habitants. Donc, d'aller en Ontario pour faire moins d'actes, ça ne tient pas la route comme argument. Là. Peut-être qu'on peut sentir... Ce que j'entends, il y en a qui disent c'est le respect du gouvernement. Oui, le contexte, ouais. Mais l'idée qu'on fera moins d'actes, qu'ici, on est sous pression pour en faire trop, ça semble pas tenir la route du point de vue des chiffres. Et finalement, parlant des chiffres, encore des coupes à TVA. Oui, ça a été annoncé hier. Donc, 87 postes abolis maintenant à TVA, que ce soit à Montréal, mais dans les régions du Québec également. Essentiellement dans les régions du Québec, puisqu'il restait 3 caméramans par station. On n'en gardera qu'un seul. Pour ce qui est, par exemple, département coiffure, maquillage, il en restait pratiquement juste un à Montréal. Tout ce qui est nouvelle sera exclu de ça. Il y en aura seulement pour l'émission matinale, par exemple, comme Salut Bonjour. Et un coiffeur et une maquilleuse pour tout un poste de télé. Tout un poste de télé, là. Alors, il y a eu une entrevue très, très intéressante du président et chef de la direction de Québécois, Pierre-Carl Péladeau, qui a martelé encore une fois sur les clous essentiels, là. C'est-à-dire comment ça se fait que Radio-Canada a vu son budget, encore une fois, bonifié de 150 millions. Comment ça se fait que Radio-Canada peut vendre de la publicité à la télé? Mais et Alexandre, pourquoi? hier, là, c'était d'un ridicule consommé. À un poste, tu avais Julie Marcoux, chef d'antenne à TVA, qui annonce 80... Puis comprenons-nous, 87, on pourrait dire que c'est pas si énorme dans le groupe. Non, c'est parce que c'est 87 qui s'ajoute, c'est à tous les 6 mois. C'est presque 800 là, c'est depuis 800. 2 ans. C'est 800 en 2 ans. Ouais. Fait que, tu sais, faut voir que ça arrête plus de te couper. Puis à l'autre poste, ils diffusent en direct de Paris toute la semaine. Imagine une équipe, tout le monde, les chambres d'hôtel, les repas, les billets d'avion. C'est deux mondes. Hein. Ils diffusent en direct. Pour les 10 ans du Bataclan, je comprends que c'est ça l'excuse. Ouais, OK, c'est 10 ans, c'est un événement français. C'est sûr qu'il va être couvert ici par tous les réseaux, par tous les journaux. Est-ce que la diffusion du bulletin en direct de Paris pendant une semaine, est-ce que la dépense est... versus déjà d'avoir un reporter là-bas pour Radio-Canada, c'est quelque chose, on peut dire, c'est la société d'État. Elle a les moyens d'envoyer... Les autres n'ont pas les moyens, mais les autres ont les moyens d'avoir un reporter à Paris, OK. Mais... c'est que là, tu vois comme deux planètes en parallèle. Et ce qui est drôle, c'est que le public voit rien de ça. Le public, change de poste. Là, et les ministres font semblant que ça n'existe pas. C'est une blague qui arrive là sur le... C'est une blague sur la place publique. Là. Et tu parlais des ministres, juste pour compléter là, les 3 clous importants, puisque le 3e, c'est sur les crédits d'impôt, qui sont offerts, exemple, pour des salles de presse écrites. Mais pourquoi les salles de presse à la télé peuvent pas jamais bénéficier? Compris, hein. Moi, je le comprends pas, je m'explique. Parce qu'un journaliste, même les gens qui sortent des écoles de journalistes, là, certains se dirigent vers l'écrit, d'autres vers la télé. On est de plus en plus multiplateforme aussi. Un journaliste. Oui, parce que les journalistes, effectivement, qui disent travailler à l'écrit, des fois, ils vont mettre une petite vidéo, puis les journalistes de la TV vont mettre un texte, fait que de plus en plus, tout ça se mélange effectivement. Bonne pensée pour les collègues qui ont perdu leur travail. Je pense à ceux qui sont là depuis 30 ans, qui ont des enfants, on comprend qu'il y a des décisions qui doivent être prises d'entreprise, mais quand même, j'ai une pensée pour tous ceux et celles qui ont c'est des été gens qu'on côtoie, qu'on a travaillé pendant des années. Et s'il vous plaît, je m'adresse à tous les auditeurs, ne nous écrivez pas ce matin « Ouais, mais là, Péladeau fait de l'argent avec le câble ou avec ci ou avec Vidéotron. » Il n'y a aucun... Puis ça pourrait être aussi vrai de Bell. Je sais pas juste chez Québécois, ça pourrait être aussi vrai de Bell. Une entreprise qui a plusieurs divisions, puis qu'il y en a une dont parce que le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est que le modèle d'affaires de la télé, avec le CRTC, les décisions gouvernementales, ce qu'on a laissé comme pouvoir aux GAFAM qui sont pas taxés, qui respectent aucune des règles du jeu, le modèle, on peut plus faire de la TV au Canada. C'est ça le modèle d'affaires. De la TV privée au Canada, tu peux plus en faire. Fait que les grands groupes, mettons que tu aurais le groupe le plus riche du monde, là, le plus riche sur Terre, mais si le modèle d'affaires, il est sûr à 100% de perdre de l'argent avec la télé, mais il va la fermer. Il va continuer les autres activités. Là. Comme n'importe quelle entreprise. Le gars qui a 3 dépanneurs, là, il y en a 2 qui font de l'argent, puis il y en a un qui en perd. Là, il y a des gens qui nous écrivent pour dire « Ouais, mais là, ce gars-là, avec de l'argent qu'il fait dans ces 2 dépanneurs, là, qui finance les dettes du 3e. » Non!
Il va le fermer, le troisième. Il va dire, voyons, il n'y a personne qui opère en disant, moi, savez-vous pourquoi je fais ça? C'est perdre de l'argent. C'est pour ça que je le fais. Voyons. J'aime ça. Non, mais il y a un chiffre qui marque, là. 93 millions de dollars de perdus depuis janvier 2022. 93 millions. Non, personne ne pourra endurer. C'est pour ça qu'il y a des coupures, mais c'est que le modèle d'affaires de la télé, présentement, n'est plus... Puis le CRTC est 10 ans en retard. Tout ça est une... Mais je crois pas qu'on mesure l'impact à long terme. On le voit en région, c'est eux qui écopent le plus dans les couvertures régionales. Les gens réalisent pas à quel point si un jour ça ferme puis si on fait taire des voix, l'impact que ça aura sur le futur. Ben, c'est parce que, tu penses-tu vivre dans une société où, en information, tu as un monopole. Tu as un joueur, puis c'est le gouvernement. C'est l'État. Je sais qu'ils aiment pas ça qu'on dise ça de même. Ils disent non, d'un diffuseur. Puis non, c'est le t'as une source d'information, puis c'est le gouvernement. Il n'y en a pas d'autre. Premier pas au cinéma pour Adèle. Adèle, on se rappelle qu'en septembre 2024, elle nous avait annoncé une très, très longue pause. Elle avait fait une grande tournée. Elle voulait se concentrer sur sa vie privée. Et puis là, on va la voir dans un film. Bien sûr, je vous ai choisi la chanson où la vidéo a été tournée en Estrie, puis ça avait fait une espèce de succès monstre dans la région. Au Château Sainte-Agnès, à Sutton. Et tout le monde allait là. Tu sais, tu fais la route des vedettes, des fois, il y en a qui allaient vraiment dans cet endroit-là pour visiter. Mais c'est magnifique. Oui. C'est beau, pas possible, là. La vidéo avait été vraiment bien réalisée, donc Adèle avait un petit penchant pour le Québec. Mais là, on sait qu'elle fera partie d'un film de Tom Ford. C'est l'adaptation du film La Voix des anges, Cry to Heaven. Est-ce qu'elle va chanter? Est-ce qu'elle joue le rôle d'une fille qui chante? Ben, ça se pourrait, parce que on le sait pas. Si on se rappelle, c'est l'adaptation d'un roman de 1982 d'Anne Rice. Et c'est deux hommes qui sont issus de deux classes sociales différentes qui essaient de faire leur place dans le monde de l'opéra. Il y aura crise d'identité et de pouvoir. Donc, d'après moi... C'est logique qu'elle puisse chanter. Ben, voilà, oui, comme on sera dans le monde parce de l'opéra. Qu'elle est capable. Un petit peu. Une petite affaire. Elle est capable. Donc, on n'a pas plus de détails. On sait juste qu'elle va faire ses premiers pas au cinéma et ça nous emballe. Adèle, elle est tellement drôle. Je sais pas si vous l'avez déjà vue en spectacle ou si vous la suivez un peu, là, mais c'est plus qu'une voix. Sa personnalité est incroyable. Intéressante. Canadien joue ce soir. Justine qui est au sport aujourd'hui. Salut. Canadien joue ce soir. Essayer de rebondir de son pire match de la saison, là. Oui, probablement, qu'on a vu mardi soir face aux Kings, une défaite de 5-1. Hier, on était de retour à l'entraînement. Évidemment, on aimerait bien effacer et recommencer dès ce soir, mais c'est un client de taille là, qui se présente encore une fois. Les Stars de Dallas, je les ai placés comme gagnants de la Coupe Stanley pour vous donner une idée, quoique mes prédictions sont vraiment pas à suivre depuis le début de la saison. Fait que faites ça ce que vous en voulez. Mais les Stars, c'est une équipe bâtie pour les séries éliminatoires. Si vous pensez que les Kings ont brassé les Canadiens mardi, ça une équipe qui fait pas de cadeaux, là. C'est physique, le centre de la glace est sous contrôle en tout temps. T'as pas beaucoup d'espace pour manœuvrer. Et plusieurs joueurs des Canadiens ont semblé peut-être déjà manquer d'énergie dans le réservoir mardi soir. Alors j'ai l'impression qu'on leur fera pas de cadeaux ni de repos ce soir. Nick Suzuki, encore une fois, absent hier à l'entraînement. On sait qu'il soigne une blessure à un pied. Saint-Louis a quand même confirmé sa présence dans le match de ce soir. Lui, c'est comme l'homme de fer, là, malgré les blessures. Il n'a jamais manqué un seul match. Et on a confirmé Jakub Debèche, qui sera de retour devant le filet. Et il a retrouvé le sourire. On a un extrait de son point de presse hier. You guys don't need to worry about me at all. Just some games, mean to someone more than the others. I really took it personal that game, and I feel like every game I play for this jersey, I take it with proud and a lot of heart. So I'm il y a la fierté de jouer avec ce chandail-là sur le dos. Exactement. Puis que ce match-là, pour lui, représentait beaucoup. Il avait perdu contre cette équipe-là en prolongation l'an passé. Et lui, c'était comme une façon de se prouver. Fait que je pense qu'il était déçu de lui-même. Mais on peut tourner la page. Et ce soir, je pense qu'il sera prêt à affronter les Stars.